Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous parcourons ensemble le chapitre O3, oxydoréduction en chimie organique. On va commencer par les rappels de PCSI en rappelant ce que c'est qu'une oxydation, une réduction et comment on peut faire une échelle de nombre d'oxydation des fonctions chimiques principales. Et ensuite on verra toujours dans les rappels de PCSI l'oxydation des alcools avec les différentes réactions et réactifs à connaître. La suite du chapitre sera un mélange de réactions de sup et de spé avec l'oxydation ménagée des alcènes et la coupure oxydante des alcènes, et puis ensuite avec les réductions des différentes fonctions, soit carbonyles, soit dérivés d'acide. Commençons avec la notion de nombre d'oxydation en chimie organique. En chimie organique, on utilise la convention suivante pour calculer le nombre d'oxydations d'un carbone fonctionnel. Autour du carbone, on remplace les substituants alkyles par des hydrogènes. Puis, on coupe les liaisons en donnant les électrons de liaison à chaque fois à l'atome le plus électronégatif. On considère d'ailleurs, et c'est la vérité, que l'hydrogène, même s'il est à peu près aussi électronégatif que le carbone, il est quand même moins électronégatif. Donc quand il y a un hydrogène ou un groupe alkyle qui a été remplacé par un hydrogène, on donne les électrons au carbone fonctionnel. Et puis ensuite on calcule la charge de ce carbone fonctionnel, et ça nous donne le nombre d'oxydations selon cette convention. Appliquons ça par exemple au cas d'un alcane. Si je considère que le carbone fonctionnel c'est celui-là, alors il est entouré par deux groupes alkyles et deux hydrogènes, je remplace les groupes alkyles par des hydrogènes, et ensuite je considère que chaque hydrogène, comme il est moins électronégatif que le carbone, va donner les deux électrons de la liaison au carbone. Au final, le carbone se retrouve entouré de 8 électrons. Pour être neutre, normalement comme il est tétravalent, il est censé avoir 4 électrons, donc là il est chargé 4 moins, puisqu'il a 4 électrons excédentaires. On en déduit que selon la convention, dans un alcane, le nombre d'oxydation du carbone est moins 4. Faisons un autre exemple avec le cas d'une fonction alcène. Alors ici, dans le cas d'une fonction alcène, on considère que ce carbone-là et ce carbone-là sont tous les deux des carbones fonctionnels, puisqu'ils appartiennent à la fonction alcène. Donc si on utilise la convention pour déterminer leur nombre d'oxydation, on va donc remplacer les CH3 ici par des H, et ensuite on va couper les liaisons et les attribuer aux atomes les plus électronégatifs. Ici, donc, comme les H sont moins électronégatifs que les carbones, ces deux électrons de liaison sont donnés au carbone, ces deux électrons de liaison sont donnés au carbone. Par contre, ici, comme ces deux carbones sont des carbones fonctionnels, eh bien, ils vont se partager à égalité les électrons de liaison. Donc, en coupant ces deux liaisons, on va se retrouver avec 2 électrons pour ce carbone-là, 2 électrons pour ce carbone-là. Au final, chacun des carbones fonctionnels est entouré de 6 électrons. Donc, pour être neutre, il leur faudrait 4 électrons, donc ils ont une charge de moins. On dit que dans un alcène, le nombre d'oxydation du carbone, c'est moins 2. Alors, en utilisant ce principe, vous pouvez faire ce raisonnement-là pour les alcools, les diols, les carbonyles. Je vous laisse les acides carboxyliques. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo. Juste un détail, si vous le faites pour un diol vicinal comme celui-ci, on considère que les deux carbones appartiennent tous les deux à la fonction chimique, donc eux, ils vont se partager les électrons équitablement, uniquement pour la liaison du centre. Bon, je vous laisse vous entraîner, mettez pause sur la vidéo et je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Alors, pour l'alcool, donc, on coupe toutes les liaisons, mais ici, les liaisons qui appartenaient, les liaisons avec les alkyles ou l'hydrogène, donc elles sont bel et bien données au carbone dans cette convention. Par contre, la liaison avec l'oxygène, elle va être donnée à l'oxygène, puisqu'il est plus électronégatif. À la fin, le carbone central a une charge de moins, puisqu'il est entouré par 6 électrons. Donc dans un alcool, le nombre d'oxydation, c'est moins 2. Dans un diol, donc comme je disais, les deux carbones, on considère qu'ils appartiennent tous les deux à la fonction, donc ils vont se partager la liaison équitablement. Par contre, ensuite, l'oxygène prend les électrons, les hydrogènes ou les alkyles donnent les électrons. Chaque carbone est entouré de 5 électrons à la fin pour les carbones fonctionnels, et donc on a des nombres d'oxydation de moins 1. Pour les carbonyles, avec le même type de raisonnement, on obtient un nombre d'oxydation de 0. Et enfin, pour l'acide carboxylique, on obtient un nombre d'oxydation de plus 2. Alors, ces nombres d'oxydation, à quoi servent-ils ? Eh bien, en fait, ils sont très utiles pour pouvoir repérer quand une réaction est une réduction ou une oxydation. Et aussi pour pouvoir avoir une idée des espèces plus ou moins oxydées. Pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre une autre feuille ou alors d'écrire au dos de la feuille sur laquelle vous êtes en train d'écrire sur le polycopier. On va faire ensemble un axe avec les différentes fonctions chimiques et les différents nombres d'oxydation pour qu'on puisse bien les repérer. Prenez donc une feuille sur laquelle vous indiquez en haut
échelle de nombre d'oxydation des fonctions chimiques principales et tracer ce grand axe. Cet axe, c'est l'axe des différents nombres d'oxydation du carbone dans les fonctions chimiques, qui va de moins 4 jusqu'à plus 4. À moins 4, on vient de le calculer précédemment, il y a les alcanes. Moins 2, les alcènes, les alcools et tous les composés qui sont reliés par une liaison simple à un groupe électronégatif, donc les halogénoalcanes, les amines, etc. À moins 1, les diols vicinaux. À 0, les aldéhydes et cétones. À plus 2, les acides carboxyliques et tous les dérivés d'acides. Et à plus 4, le CO2. Et oui, ici, le carbone, comme il est relié que à des oxygènes, il va perdre les 4 liaisons, se retrouver 4+, et il aura bien un degré d'oxydation plus 4 si on utilise la convention. À quoi sert ce grand axe? Il sert à visualiser un peu le spectre des différents nombres d'oxydation et à repérer quand une réaction chimique se produit, si c'est une oxydation ou si c'est une réduction. En effet, si par exemple vous transformez un alcène en diol, eh bien on voit qu'on est passé du nom -2 au nom -1, donc on a avancé dans le sens de l'oxydation. On peut anticiper que pour passer d'un alcène à un diol, il va falloir échanger des électrons dans le sens de perdre des électrons. Et comme en plus on voit qu'on passe de -2 à -1, ça veut dire qu'on va perdre un électron. Si je dois passer par contre d'un alcène à un aldéhyde, comme je passe de -2 à 0, je dois perdre 2 électrons. Et puis à l'inverse, en sens inverse, si je dois passer d'un acide carboxylique par exemple à un alcool, eh bien je vais devoir gagner cette fois, parce que je suis dans le sens de la réduction, gagner 4 électrons, parce que je passe de +2 à -2. Et puis par contre, si je passe d'un alcène à un alcool, comme ils sont au même nombre d'oxydation, eh bien ça veut dire que là, je ne vais pas avoir une réaction redox. Finalement, il n'y a pas d'oxydoréduction pour la molécule, et donc pas d'échange d'électrons. Alors, on peut le retrouver en calculant les nombres d'oxydation et en visualisant ce grand axe, mais on peut aussi le retrouver avec la définition fondamentale de ce que c'est que l'oxydation et la réduction, puisque l'oxydation c'est une perte d'électrons et la réduction c'est un gain d'électrons, et bien simplement en écrivant des demi-équations redox équilibrées, on retrouve ces résultats-là. Par exemple, si je pars d'un alcène et que je veux obtenir un aldéhyde, en équilibrant la demi-équation redox, il faut d'abord équilibrer donc dans l'ordre d'abord les oxygènes en rajoutant H2O, puis les hydrogènes, il faut que je rajoute 2H+, puisque j'ai ajouté H2O, plus 2 électrons. On voit que pour passer d'un alcène à un aldéhyde, on perd 2 électrons. C'est donc une oxydation, et ça correspond bien à la variation de +2 dans le nombre d'oxydation du carbone. De la même façon, si je passe d'un alcène à un alcool, on voit que la demi-équation redox, quand je l'équilibre, il suffit que je rajoute H2O, et j'ai plus rien à ajouter. Elle est équilibrée sans avoir besoin de mettre des électrons, donc on voit que c'est pas une réaction redox. Vous pouvez vous entraîner en faisant vous-même le passage d'un acide carboxylique à un aldéhyde. Normalement, vous êtes censé tomber sur une réduction avec 2 électrons gagnés. Je vous encourage à le faire par vous-même. Voilà, vous écrivez l'acide carboxylique, l'aldéhyde, vous équilibrez en équilibrant d'abord avec H2O, puis H+, puis les électrons. Et ça devrait marcher. Je donne les résultats dans quelques instants. Donc les résultats, on voit que si je passe d'acide carboxylique à aldéhyde, il faut que je rajoute d'abord pour équilibrer l'oxygène H2O, puis 2H+, 2 électrons. J'ai bien 2 électrons de gagnés pour une variation de -2 sur le nombre d'oxydation du carbone. Donc ça, au concours, ça peut donner lieu à des petites questions introductives, comme calculer le nombre d'oxydation du carbone. Mais c'est surtout utile, je pense, pour ne pas se perdre dans les réactions redox et voir quand on a une oxydation et quand on a une réduction. Continuons avec le grand 2, les oxydations des alcools qui sont à connaître. Alors, quels sont les couples mis en jeu déjà lorsqu'on fait l'oxydation d'un alcool? Si on a un alcool primaire, donc qui est au degré -2, on peut l'oxyder en aldéhyde, il va passer au degré d'oxydation 0, avec cette demi-équation redox. Et l'aldéhyde, on peut encore l'oxyder, à l'aide d'une molécule d'eau également, lorsqu'on équilibre la demi-équation redox, en acide carboxylique pour qu'il passe au degré +2. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que il y a 2 choses importantes à retenir. Premièrement, si on regarde les couples aldéhyde-alcool, acide carboxylique, aldéhyde, et leur potentiel standard redox, eh bien on se rend compte que le couple aldéhyde-alcool est au-dessus en potentiel standard que le couple acide carboxylique, aldéhyde. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'aldéhyde est plus facile à oxyder que l'alcool. Toutefois, on a vu dans les demi-équations redox que pour que l'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique, il lui faut de l'eau. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que en présence d'eau, l'aldéhyde est plus facile à oxyder que l'alcool. Autrement dit, si je mets un alcool primaire avec un oxydant, eh bien, l'oxydant va attaquer l'alcool primaire et le transformer en aldéhyde, mais comme l'aldéhyde est plus facile à oxyder, il va dans la foulée transformer l'aldéhyde en acide carboxylique.
et finalement, l'alcool primaire va directement se transformer en acide carboxylique. Les alcools secondaires maintenant. Si je mets un alcool secondaire en présence d'un oxydant, il peut s'oxyder en cétone, selon cette demi-équation redox. Par contre, dans le cas d'un alcool secondaire, on n'ira pas plus loin, puisque une fois qu'on a atteint l'acétone, on ne peut plus casser les liaisons ici carbone-carbone, donc il n'y a pas d'oxydation supplémentaire possible, on s'arrêtera à l'acétone. Les alcools tertiaires, eux, ils ne s'oxydent pas, puisqu'il n'y a pas d'hydrogène disponible sur le carbone fonctionnel, il n'y a pas d'oxydation possible. Il y a une particularité aussi, c'est l'alcool nulaire, qui est le méthanol, CH3OH. Lui, si on le met en présence d'un oxydant, il va s'oxyder d'abord en aldéhyde, puis en acide carboxylique, et puis ici, comme il reste encore un hydrogène, on peut encore augmenter dans l'oxydation, et il va finalement s'oxyder jusqu'au CO2 en présence d'un oxydant fort. De façon générale, pour faire ces oxydations, il faut des oxydants qui ont des potentiels standards élevés. Et comment on repère aussi un bon oxydant? On va le voir juste après. En général, il a un potentiel standard élevé, ça c'est bien si vous connaissez son potentiel standard, et surtout il est riche en oxygène, ce qui est souvent un bon moyen mémotechnique pour les oxydants. Bon, il y a des exceptions pour ça. Alors, le bilan maintenant. Donc, en phase aqueuse, un alcool primaire s'oxyde jusqu'à l'acide carboxylique, et un alcool secondaire, lui, il s'oxyde jusqu'à l'acétone. On vous demande de retenir par cœur certains oxydants qui sont très classiques. Le premier, c'est les sels de chrome 6, c'est-à-dire au degré d'oxydation 6. Alors, ce sont des sels très toxiques. Aujourd'hui, ils sont utilisés uniquement dans les laboratoires spécialisés avec beaucoup de précautions. On n'utilise pas au laboratoire du lycée. Mais comme ils sont très classiques tout de même, on vous demande de les retenir par cœur. Donc, il y a le réactif de Jones, CrO3, en milieu acide. Donc là, on comprend bien que le chrome va être au degré d'oxydation 6 puisqu'il est relié avec 3 liaisons doubles, en fait, à l'oxygène. Et puis, quand il est réduit, il faut retenir son couple, il se transforme en Cr3+, donc cette fois au degré d'oxydation 3. Il existe aussi sous une autre forme, le chrome 6, sous la forme de Cr2O7-2-, en général associé à 2 ions K+, donc ça fait le solide K2Cr2O7, qu'on appelle le dichromate de potassium, qu'on utilise en milieu acide également, donc avec du H2SO4. Et son couple redox, c'est Cr2O7-2-, pareil, et Cr3+, donc il se transforme en chrome 3. Pour la petite histoire, c'est un composé qui a été utilisé dans les alcotests, qui étaient les petites tiges colorées dans lesquelles on pouvait souffler et qui devenaient vertes si on avait bu de l'alcool. Comment on peut expliquer leur fonctionnement? Eh bien, puisque Cr2O7-2- qui est orange, lorsqu'il est en contact d'alcool, il va oxyder l'alcool. Lui-même, il va être réduit en Cr3+, devenir vert et du coup colorer l'alcotest. Quelques exemples de réactions ici, des bilans qui peuvent être effectués. Donc ici, un alcool secondaire est transformé en cétone, en présence de K2Cr2O7 en milieu acide. Et un alcool primaire, en présence de K2Cr2O7 en milieu acide, va être transformé en aldéhyde, mais l'aldéhyde automatiquement va être transformé en acide carboxylique. Il va être en quelque sorte suroxydé. Donc ici, le bilan, ce sera alcool primaire d'un acide carboxylique. Un autre oxydant à retenir, c'est le permanganate de potassium en milieu acide. Les ions MnO4- sont violets. Donc vous avez sûrement déjà utilisé du permanganate de potassium, les solutions ça fait des belles couleurs violettes, et quand il réagit, il se transforme en ions Mn2+, qui sont incolores. Ce genre de transformation colorée, ça peut être utilisé des fois pour faire des tests caractéristiques, par exemple test des alcools, des choses comme ça. Et enfin le dernier oxydant à connaître pour les alcools, c'est le réactif de Sarrett, qui a pour particularité d'être un oxydant en milieu anhydre et de permettre de s'arrêter à l'aldéhyde. En effet, on a vu dans les demi-équations redox que l'aldéhyde avait besoin d'eau dans cette demi-équation pour se transformer en acide carboxylique. Le réactif de Sarrett, c'est du trioxyde de chrome, donc le chrome 6 similaire au réactif de Jones, mais cette fois, on ne se met pas en milieu acide, on se met même en milieu basique puisqu'on ajoute de la pyridine qui va se complexer avec le CrO3 qui va lui apporter une modification de sa réactivité, adoucir sa réactivité, et on se met dans un solvant anhydre pour qu'il n'y ait pas la possibilité pour l'aldéhyde de se transformer en acide carboxylique. En général, le solvant anhydre, c'est du dichlorométhane. Et donc on se retrouve avec des bilans comme ceci. Ici, cet alcool primaire se transforme en aldéhyde, avec ce réactif particulier qu'il faut retenir. Il y a un petit moyen mémotechnique, c'est qu'on dit avec le réactif de Sarrett, on s'arrête à l'aldéhyde. Ces 4 oxydants sont à retenir, ce sont des cas très classiques, mais évidemment, il en existe bien d'autres.
Retenez en général qu'un oxydant doit avoir un potentiel d'oxydation élevé et on le repère souvent parce qu'il a plein d'oxygène.